Bonsoir à tous, je vous propose de commencer. Je suis Julien Villalon, je suis le directeur de Léonard. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du festival Building Beyond. Alors, Building Beyond, c'est un festival que nous organisons chaque année. C'est la deuxième année que nous organisons ce festival dans ce lieu, Léonard Paris, qui accueille les équipes qui font de la veille, de la prospective et de l'innovation pour le compte du groupe Vinci, lieu qui accueille notre fondation d'entreprise, le think tank La Fabrique de la Cité, et un certain nombre de projets, qu'ils soient internes au groupe ou externes, et qui ont vocation à construire les futurs de la ville et des infrastructures. Alors dans cette ambition, nous croyons beaucoup à la nécessité et à la valeur de l'ouverture et de l'exploration du futur. Et c'est l'objet de ce festival, de ces rencontres, c'est de cheminer, c'est d'explorer de nouvelles dimensions de ce que nous pouvons construire pour répondre aux enjeux auxquels les villes et les territoires sont confrontés. Alors nous avons choisi cette année une thématique, celle des échelles urbaines. Échelles urbaines pour venir questionner les différentes dimensions dans lesquelles nos villes se développent, se transforment, se construisent. Alors ce sont des échelles chronologiques. Comment on peut s'inspirer du passé pour construire le futur. Et c'était un événement d'hier sur la paléo-inspiration, qui a été capté comme tous les événements sont captés, donc vous pouvez le retrouver sur notre page internet. Ce sont des échelles géographiques, territoriales, les limites de la ville, jusqu'où faut-il aller pour la construire. Ceci aussi passer à l'échelle parce que nous croyons à la capacité des entrepreneurs pour construire ces futurs de la ville. Et nous aurons une grande masterclass sur ce sujet la semaine prochaine. Mais ce soir, c'est une autre échelle que nous souhaitons aborder. C'est l'échelle plutôt verticale. Et c'est l'échelle de ce qui se construit sur la ville, dans les grandes hauteurs. C'est ce qui se construit sous la ville, dans le souterrain. Et pour aborder cette thématique, nous avons souhaité mettre en concurrence, en opposition, ces deux dimensions, avec plutôt des gens qui pensent plutôt à la grande hauteur, des gens qui pensent plutôt le souterrain, et de voir qui remportera ce match ce soir. Alors pour animer ce grand combat, cette grande rencontre, je vais laisser la parole à Agnès qui va vous animer, avoir la chance d'animer cette rencontre. Alors, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux pendant toute la conférence avec le hashtag Building Beyond, donc n'hésitez pas. Et je te laisse la parole et te souhaite bonne chance dans cet arbitrage du coup. Très bien. Est-ce que mon micro fonctionne? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, je vais prendre celui-là, mais je veux bien que celui-là marche aussi. Merci d'être là, sous la clim. Alors, moi, je suis Agnès. Je vais modérer ce soir un débat d'un format un peu particulier. Je travaille pour Ouzbek Erika, qui est un média, un magazine papier et également un site internet. C'est le média qui explore les futurs. Donc on est ravis de participer à ces 2 semaines de débat aux côtés de Léonard. Et on s'est dit, on va le faire à la Ouzbek. Plutôt que de faire un débat, on va vous inviter à vous projeter aussi dans le futur, sur un dilemme. Est-ce qu'il faut s'élever ou est-ce qu'il faut creuser face à des enjeux écologiques, techniques, face à des enjeux financiers également? Si on était obligé de choisir une des 2 versions de la ville du futur, est-ce qu'il faut continuer à s'élever, à densifier les grandes tours, ou au contraire, est-ce qu'il faut imaginer une ville souterraine? Est-ce qu'il faut développer un réseau souterrain? On a des imaginaires différents liés à ces 2 types de villes. Le but là, c'est pas de les opposer, elles existent. Il y a des villes comme Montréal qu'on appelle la ville intérieure, Paris, Singapour, enfin voilà, chaque ville a développé des modèles très différents. Et ce soir, on va vous inviter à voter
à vous positionner. Donc il y a un petit outil qui s'appelle Slido, S-L-I-D-O. Si vous avez vos téléphones, c'est le moment de les sortir. Et on va faire ce débat sous forme de dilemme. Donc ça va être sous forme de round. Il va y avoir 2 rounds où, sous forme de joute oratoire, on aura d'un côté les chantres de la version verticale et de l'autre ceux qui vont défendre la version souterraine. Et vous allez pouvoir voter en début et à la fin de chaque joute oratoire. Et on conclura, si on a un peu de temps, sur des questions que vous pourrez adresser directement à nos invités. C'est bon ? S-L-I-D-O. Vous entrez le hashtag Léonard pour la discussion de ce soir. Et avant de commencer, d'ailleurs, vous allez pouvoir voter. Un premier vote pour voir comment vous vous situez. Est-ce qu'il faut s'élever ? La ville du futur doit-elle s'élever ou la ville du futur doit-elle creuser ? Je vous laisse voter et je vais accueillir mon premier invité. Donc le round 1, on va parler des enjeux techniques, architecturaux, des coûts également. D'abord de la ville verticale avec Didier Mignery de UpFactor, qu'on peut applaudir pendant que vous votez. Bienvenue. Et je vais également inviter face à lui Achille Bourdon, qui va défendre la version souterraine et qui représente le cabinet civil, le cabinet d'architecture civile. Bienvenue à vous deux. Alors, Didier, c'est vous qui commencez. Allez. Donc, à ma droite, j'ai le chantre de la ville verticale. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui, d'un point de vue architectural, technique, continuer à densifier nos villes et vers le haut ? Alors, bonjour à tous. D'abord, vous pouvez présenter également. Ok. Donc, je suis Didier Mignery, donc je suis le fondateur de UpFactor. UpFactor, c'est une structure de conseil qui a décidé de s'intéresser en fait à la surélévation et principalement à cette notion d'élévation de la ville européenne en particulier, mais surtout de la ville française, des villes françaises, avec ses caractéristiques à la fois patrimoniales mais aussi réglementaires. Il est évident qu'aujourd'hui, la ville européenne en particulier n'est pas la chantre, plutôt le chantre, je sais pas comment, des tours en tous les cas et de la grande hauteur. Par contre, nous, ce qu'on veut démontrer dans notre exercice du quotidien, notamment par le travail qu'on a mené via un outil informatique qu'on a développé, c'est que la ville européenne, et notamment la ville française, et Paris en particulier, a la capacité déjà à s'élever sur elle-même et ainsi agir directement sur les caractéristiques du bâti existant dans le cadre de sa rénovation énergétique, puisque un des facteurs, on va dire déjà les plus importants, c'est de travailler sur comment on peut isoler au mieux les toitures, comment on peut ensuite isoler au mieux les bâtiments et comment on peut aller chercher des surfaces constructibles sur ces nouveaux territoires, en fait sur ce territoire, on va dire aérien. Et c'est vraiment là tout notre enjeu. Donc en gros, c'est un outil qui vous permet d'identifier dans la ville, en fonction des cadres législatifs existants, les dents creuses ou les immeubles qu'on pourrait... Alors il faut pointer la régie, normalement. Est-ce que ça marche? Alors non, ça c'est vous directement, donc c'est pas nous. On va revenir en arrière. Hop, alors je reviens en arrière peut-être. Non. Non. Ça c'est vous directement. Ah, il y a peut-être une inversion. Alors c'est peut-être après. Hop, je vais le faire. Oui, oui, alors l'enjeu simplement du logiciel, ce qu'on a détecté, ce qu'on a essayé de faire nous, c'est d'automatiser en fait ce qu'on faisait en tant qu'architecte, c'est-à-dire des études de faisabilité au cas par cas. Nous, on a décidé, voilà, tout à fait. On a décidé en fait de mettre en place un outil informatique. Hop, on va passer vite. C'est surtout issu de ce projet-là. Ce projet, c'est le premier projet qu'on a réalisé. C'est une surélévation donc dans Paris intramuros, dans lequel on a rajouté 3 étages sur un immeuble qui n'en avait qu'un seul. Ça a servi à 2 choses. Un, à créer des nouveaux logements, mais surtout à réhabiliter le bâtiment existant et à lui apporter, on va dire, un confort énergétique qu'il n'avait pas. Voilà. Simplement, l'enjeu de UpFactor, c'était de regrouper dans une seule et même entité tout ce qu'il était nécessaire pour faire un projet de surélévation, à savoir expertise architecturale bien sûr, technique, ingénierie du bâtiment, est-ce que mon bâtiment tient ou pas, est-ce qu'il y a des problématiques de structure ou d'infrastructure, et surtout la techno digitale. Alors je vais essayer de vous montrer quelque chose, après on reviendra peut-être sur les différents cas. L'enjeu, ça a été de proposer, hop, si je reviens, hop, on va revenir en arrière, le voilà. Si j'y arrive. Ah non, raté. On va revenir.
Alors en fait, ce qu'on a mis au point, c'est ce qu'on appelle un système d'information géographique en 3 dimensions, où en fait on a répertorié l'ensemble des parcelles, l'ensemble des emprises bâties, et on a mis au point en fait, avec une simple interrogation à l'adresse, un algorithme qui permet de reconstituer la forme et la hauteur des bâtiments. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser la big data des métropoles et d'ainsi de reconstituer les hauteurs de façade, la forme des toits, et ainsi, en calculant la largeur des rues, d'appliquer automatiquement les règles de construction. Et ainsi aller traquer tous les restes à construire des bâtiments, les uns après les autres, parcelle après parcelle. Alors la question c'est, est-ce que c'est pas encore plus de densification de villes saturées? Comment est-ce qu'on prend Alors, également... encore une fois, ça c'est un peu subjectif. De dire que c'est une ville saturée, c'est avant tout de la densification ressentie, notamment liée à la mobilité, c'est-à-dire au transport et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que travailler sur ce nouvel horizon, c'est très intéressant parce que ça permet de solutionner tout un tas de problèmes, notamment liés à la création de surface, de nouveaux logements principalement, mais aussi de répondre à des problématiques écologiques et environnementales. Les bâtiments, ils ont besoin d'être rénovés, et la meilleure façon d'intervenir sur ces bâtiments existants, c'est pour moi par le haut, puisque c'est une des possibilités qu'on a d'agir. On parle beaucoup d'îlots de chaleur en ce moment. Végétaliser les toitures, c'est une des solutions pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur, par exemple. Voilà. Ça, c'est très important. Et donc, sur une ville comme Paris, est-ce que vous avez identifié, on va dire, ce qui pourrait être encore construit en termes de mètres carrés ou en termes d'élévation? Tout à fait. En fait, sur une ville comme Paris... Est-ce que c'est une ville sous-exploitée? Alors, clairement, il y a une étude de la Pure qui a été faite en 2014 qui a illustré qu'il y avait environ 10 000 toits qui étaient surélevables dans Paris intramuros. Cette étude, depuis, elle a été un peu remise en cause. Beaucoup ont eu peur de cet effet un peu d'aubaine, puisque forcément, il y a eu pas mal on va dire, d'opportunités. Il y a eu beaucoup de projets de surélévation en fait, depuis 5 ans, notamment. Un des plus emblématiques, c'est le projet mené par Paris Habitat à Glacière, où il y a une surélévation assez intéressante menée en ossature bois. Pour environ une cinquantaine. On parle de combien d'étages? Là, on parle de 2 étages qui ont été rajoutés sur l'ensemble de l'ensemble immobilier. C'est environ à peu près une cinquantaine de logements, de nouveaux logements créés en plein centre de Paris. Juste, ce qui est intéressant également, on ne va pas évoquer un nombre de milliers ou de millions de mètres carrés. Nous, on pense qu'un projet moyen de surélévation à Paris, c'est 300 mètres carrés. Donc, c'est quand même pas non plus, on va dire... la mecque de la densification, mais ça permet quand même, notamment sur des stratégies comme des bailleurs sociaux. Là, c'est une des études qu'on a menées. Vous travaillez pour des bailleurs sociaux, vous travaillez aussi pour des entreprises privées qui ont un patrimoine. On travaille à la fois pour les bailleurs sociaux, pour les grandes foncières de l'immobilier, type Covea, des gens comme ça qui ont du patrimoine, mais aussi pour les copropriétés, j'aurai l'occasion d'en parler. Juste pour CDC Habitat, qui était le premier client à nous faire confiance dans la démarche d'analyse un peu à grande échelle de leur patrimoine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé dans notre outil informatique et on a détecté en quelques secondes 28 immeubles surélevables sur 186 bâtiments en patrimoine. Et ça a été simplement un moyen de dire, voilà, à cet endroit-là, par exemple, là on est rue du Ranty dans le 11e arrondissement, là il y a une opportunité de créer 4000 m² supplémentaires en observant juste les règles du PLU. Juste parce que depuis 2014, il n'y a plus de coefficient d'occupation des sols. Et ça, c'est une espèce de relecture de la ville sur elle-même. C'est-à-dire qu'encore une fois... En intégrant aussi les transports, les services... Non, aujourd'hui, là, c'est vraiment une vision, on va dire, réglementaire, et où on est vraiment dans une idée de dire, on part de la grande masse, et on essaie de faire un effet d'entonnoir et d'aller chercher les meilleurs projets. L'ambition, par exemple, d'un projet comme celui-ci, c'est qu'on a classé, en fonction de la campagne de travaux de cet office HLM, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de stratégie du patrimoine, ils avaient prévu des travaux sur environ une vingtaine d'immeubles dans les 3 prochaines années. Et on leur a trouvé 6 dans lesquels il y avait à la fois des travaux à faire et en même temps des mètres carrés à aller exploiter. Et ça, c'est vraiment un moyen pour nous de dire, voilà, ça c'est une façon de travailler sur la verticalité, alors, toute relative, le plus gros projet, je crois qu'on rajoute 3 niveaux, mais c'est surtout un moyen d'aller exploiter la toiture comme un nouveau territoire à la fois de création de logements, mais aussi de terrasses végétalisées et de nouveaux lieux accessibles à l'ensemble des, par exemple, copropriétaires, notamment sur l'ensemble du boulevard Ney. L'idée, c'est de dire, et si on faisait un grand jardin accessible à l'ensemble des Donc on élève, on innove, on végétalise. Et on rénove le bâti existant. C'est là l'enjeu, et je dirais même, vous me faites la transition toute trouvée, bravo, c'est l'enjeu principal qu'on a pour
vis-à-vis des copropriétés. Et c'est là où finalement notre outil est peut-être aussi le plus pertinent. C'est qu'en fait, on scanne le patrimoine des syndics de copropriété qui ont en gestion tout un tas d'immeubles. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils se retrouvent, ils ne sont pas aidés comme un bailleur social pour faire leur rénovation énergétique. Et eux, ils doivent trouver des moyens pour financer cette rénovation énergétique. Alors, on travaille sur Paris, mais également sur une ville comme Lyon, où, par exemple, à Lyon, le premier syndic de copropriété qu'on a développé. Il vous reste 1 minute. J'y suis presque. On a scanné 193 immeubles, 36 favorables, et notamment 7 copropriétés, qui est, pour ceux qui connaissent, face à l'hôpital Grange-Blanche dans le 3e arrondissement, où là, on leur a détecté une opportunité de faire à la fois de la surélévation et un peu de densification. C'est 850 mètres carrés, c'est 12 nouveaux logements qui vont permettre à la copropriété de vendre un permis de construire à un promoteur qui aura été mis en appel d'offres auparavant par nos soins, mais surtout de récupérer 600 000 euros pour financer 450 000 euros de travaux. Donc c'est de dire comment on est capable d'aider les copropriétaires à rénover leur propre bâti en créant des logements et surtout en donnant une nouvelle image à leur bâti. Tout à fait, en donnant une nouvelle image à leur bâtiment. Voilà. Merci Didier. Merci. Up Factor. Je pense qu'on peut l'applaudir. Up Factor, on élève. Et maintenant, avec Civil, on descend dans les profondeurs. Bienvenue Achille Bourdon. Est-ce que ça marche? Allô, c'est bon. Ouais. Bonsoir. Donc, Est-ce qu'on peut revenir en régie sur les slides? C'est bon. c'est bon, c'est prêt. Donc voilà, nous on travaille sur la notion des filières matérielles, le système ville. Civil, c'est la construction de système ville, pardon. Et on est une agence d'architecture qui s'interroge sur la capacité des métropoles à aller vers la transition écologique et la manière cette dont, notion de ville productive. voilà, notamment à travers la ville productive, c'est-à-dire relocaliser les filières matérielles au lieu de les externaliser sur des territoires d'interland inaccessibles et loin des yeux, loin du cœur. On essaie de repositionner des filières dans des cycles courts qui sont en lien avec les populations et en lien avec leur mode de vie sur toutes les notions d'approvisionnement, de consommation, mais aussi de recyclage, d'énergie et de les réseaux d'eau et ainsi de suite. Donc on décrypte la ville comme une espèce de matrice de filières entrecroisées remplie de bâtiments qui seraient des bâtiments étapes. Les marchandises s'arrêtent puis repartent, les biens sont consommés, repartent sous la forme de déchets. Et comment est-ce que cette ville productive, elle se tisse, elle se maille sous la forme d'architecture? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur 2 territoires, mais notamment la ville existante. La ville existante parce que face au changement climatique, à la transition énergétique, aux nouveaux modes de consommation, elle doit évoluer, cette ville. Et il est nécessaire de l'équiper de nouveaux systèmes, de nouveaux équipements, de nouvelles architectures, des nouvelles fonctionnalités dont il est difficile de trouver l'équation urbaine pour les localiser. Nous, on travaille beaucoup sur la logistique urbaine et je vais vous présenter 2 exemples de nos réalisations, de nos travaux appliqués sur... puisqu'on essaye de toujours, on est né sous la forme d'un think tank, puis on a monté cette agence d'architecture civile, parce qu'on essaye d'assortir une réflexion plus globale d'une action concrète. Et donc, j'ai 2 exemples à vous présenter pour vous convaincre que véritablement, le sous-sol des villes est un réservoir, un gisement d'opportunités pour repositionner des infrastructures qui parfois nécessitent des emprises importantes. Et l'exploration des sous-sols est un gisement, mais véritablement une opportunité pour localiser et repositionner au plus près des habitations bonne partie de ces filières dont j'ai parlé. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, puisque je citerai quelques exemples concrets, mais sous la place de la Concorde existe un centre de tri de messagerie urbaine, c'est-à-dire des transits de colis complètement cachés de tous, alors que c'est une fonction vitale pour la métropole. Il existe une usine de production de froid sous la Nouvelle Philharmonie de Paris, aussi bien qu'il existe une usine de production de froid de 4000 m², je crois, devant le Grand Palais. Quelle époque? C'est récent, c'est des années 90, et c'est en fait des usines de production de froid qui sont localisées, là, notamment je disais, juste devant le Grand Palais, dans la Berge de Seine. Donc ce sont des espaces qui sont déjà investigués par les réseaux, et c'est cette grande qualité du sous-sol d'être une capacité de continuité. C'est pour ça qu'on y a localisé tous les réseaux, mais on peut aussi habiter les sous-sols, et c'est sur ça que nous on travaille, car les filières matérielles, c'est aussi des espaces de travail. Alors la logistique urbaine, pour rentrer dans le concret. Pour être clair, on ne parle pas d'habiter le souterrain. Non,
Alors, il existe une communauté de taupes, des habitants à New York qui trouvent un équilibre à habiter les sous-sols. C'est une espèce de... Il y a des communautés qui existent, qui habitent dans les souterrains, mais moi, je ne plaiderais pas pour cette option-là. Simplement, on a, nous, l'idée qu'on peut, en positionnant des grandes emprises, et c'est la transition avec ce premier projet que je peux vous présenter, on a réussi à trouver 8000 m² dans le 16e arrondissement pour positionner des entrepôts, c'est-à-dire des marchandises qui transitent. Elles changent d'un gros véhicule, elles sont transbordées dans des petits véhicules pour optimiser la pertinence environnementale et puis factuelle. Le nombre de véhicules est limité dans Paris grâce à des plateformes de transbordement où on vient, ce qu'on dit, éclater les marchandises pour les refabriquer en tournée du dernier kilomètre. Et donc, par exemple, ce projet que l'on a trouvé, donc un port urbain du dernier kilomètre, devant la Maison de la Radio, lauréat de l'appel à projet Réinventer la Seine, qui est donc un grand bâtiment qui vient réhabiliter un parking existant en un centre de tri et connecté à la Seine par un petit tunnel que je vais vous présenter tout de suite. Et à la pointe du bâtiment, une station multi-énergie où on proposera une offre de carburant entièrement décarboné, donc de l'hydrogène produit à la pointe du bâtiment, et puis du biogaz, de l'électricité charge rapide et du bioéthanol. Ça, c'est la partie... Et, pardon, excusez-moi, j'oublie une grosse partie du programme un peu plus en blanc sur l'image. C'est avec les architectes Ardel et Le Bihan, nous travaillons sur un pôle d'enseignement supérieur privé qui, en alliance avec les deux autres programmes, vient fabriquer un programme tout à fait satisfaisant pour la ville et parfaitement intégrable, donc qui vient proposer la localisation de filières matérielles en ville. Donc c'est un souterrain en réalité parce que le bâtiment, je vais zapper le suspense, voilà, le bâtiment est encastré dans la berge entre l'avenue Kennedy à gauche, en partie haute des quais avec la Maison de la Radio juste à gauche, et la Seine avec les voies sur berge à droite. En deux demi-niveaux semi-enterrés, mais disons enterrés pour l'occasion. Nous avons, en fait, grâce à la fabrication d'un tunnel qui a été complété dans le bâtiment existant, trouvé l'opportunité de venir distribuer les marchandises dans l'espace intérieur pour ensuite qu'elles suivent leur cheminement. Et l'intérêt du sous-sol, c'est que 8000 m² en plein 16e, c'est tout à fait... personne n'osait y rêver. Techniquement, c'est plus facile, c'est moins coûteux. Alors là, en l'occurrence, on réhabilite un parking existant, mais il serait tout à fait possible de le créer, sauf la réglementation qui nous l'interdit à ce stade, mais on réhabilite l'existant, donc on peut... De ce fait, on a une opportunité, une équation économique favorable, puisque réutiliser un parking existant est favorable d'un point de vue économique. Créer des surfaces en souterrain est plus coûteux que de les créer en surface, mais il y a d'autres avantages. Par rapport à la sécurité, par rapport à la question climatique, par rapport, la sécurité, je dis par rapport aux infractions, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité à concevoir d'encastrer des espaces sensibles dans le sol, comme les bunkers. Les normes ne sont pas les mêmes. Les normes ne sont pas les mêmes, puisqu'effectivement, d'un point de vue de la sécurité des personnes, là, c'est beaucoup plus sensible. Descendre dans les souterrains pour accueillir des personnes, c'est très sensible par rapport aux normes d'évacuation. Et là-dessus, stocker des marchandises en sous-sol par rapport au risque d'incendie, c'est tout à fait... contemporain comme réflexion pour décloisonner parce qu'on essaie de progresser dans la maîtrise du risque pour ouvrir ces opportunités qui sont les opportunités qui sont bloquées par des faits réglementaires. Aujourd'hui, on ne peut pas stocker au-delà de 2 niveaux de sous-sol des marchandises sans amener des dispositifs très lourds de sécurité incendie. On ne peut pas travailler avec un poste de travail à moins de 6 mètres sans avoir des compensations très drastiques sur le code du travail. C'est des normes qui sont très bien. C'est dans tous les pays où c'est très européen, français Alors, je ne suis pas expert de mode de construction européen. En revanche, je sais que les garanties de sécurité apportées par les pompiers en France sont tout à fait exemplaires. Et donc, cette réglementation par rapport à l'analyse du risque faite par les pompiers est en train de s'actualiser en France pour justement trouver la manière d'ouvrir ce champ des possibles sur les sous-sols avec des normes de sécurité plus adaptées
plus concrètement adapté, puisqu'il n'existe pas de texte. En fait, on redécouvre le potentiel des sous-sols grâce à la densité. Même dans une ville comme Paris, qui a 300 km de galeries, qu'on compare à un gruyère, pour vous, c'est sous-exploité. Il y a encore il y a un gisement de fonciers souterrains, effectivement, qui ne peuvent pas être exploités par les règles d'accueil du public et d'évacuation qui sont trop difficiles. Il y a parmi les lauréats, parmi la consultation Réinventer Paris sous Paris qui a été récente, beaucoup de sites non attribués qui n'ont pas réussi à trouver d'équation d'usagers par rapport aux réglementations, donc des stations de métro qui n'ont pas pu être réouvertes pour l'accueil du public par le fait de la réglementation sécurité incendie. Et en 2 minutes, peut-être vous présenter un autre projet. L'avantage, ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'ici, c'est un espace de travail qui, j'ai montré un soleil dans l'image, grâce à la position de semi-enterré, a quand même bénéficié de toutes les qualités pour être une fenêtre en étant un souterrain. Et c'est ce que nous invite à faire cette nouvelle réflexion sur les sous-sols. Ici, un autre projet dans le 3e arrondissement, à côté du centre Pompidou, un ancien parking automatique réhabilité en entrepôt urbain, donc une grande trémie centrale dans un bâtiment étagère avec une grue automatique qui venait parquer les voitures. Et on a appelé ce projet l'immeuble inversé, car il s'agit véritablement d'un immeuble haussmannien poinçonné à l'inverse. C'est 15 mètres par 15 mètres, 2000 mètres carrés de stockage en souterrain. Et c'est cette relation au sous-sol qui nous a été donnée de travailler ici avec une approche sur la programmation logistique urbaine comme un vrai service urbain, où on a réussi, en fait, l'exercice du projet, c'était de qualifier la logistique urbaine de service de proximité. On a sorti de la programmation logistique une conciergerie de quartier, de Lulu dans ma rue, pour ceux qui connaissent, avec cette capacité de proposer un service à la carte aux habitants, aux commerçants, aux artisans du quartier, pour venir entreposer des marchandises et en même temps bénéficier de services où on mutualise les biens, on peut faire du prêt d'objets, on peut avoir une salle disponible pour les copropriétés, pour fabriquer des assemblées de copro et ainsi de suite, et un petit pavillon qui se limite à l'existant de l'édicule du parking actuel, et que l'on a donc, c'est cette interface extérieure-intérieure qui nous invite à proposer, à encourager la descente des habitants vers le sous-sol, ce premier sous-sol sur lequel on est autorisé à accueillir du public, et pas en bas, pas en dessous. Et donc, c'est intéressant la manière dont on peut reposer une réflexion qualitative sur ce lien avec le sous-sol et comment c'est l'opportunité de travailler sur la qualité de la lumière, de la coupe et des espaces de leur relation depuis le sous-sol vers le paysage, parce qu'il s'agit vraiment d'une matrice de potentialité effectivement très, très utilisée pour ce qui est des réseaux et moins pour ce qui est des lieux où on habite. Et ce que nous, on s'intéresse à découvrir, c'est aussi comment ces nouvelles localisations peuvent être moteurs de véritables enjeux environnementaux, dans le sens où il n'est pas possible, il est nécessaire, il est vital de repositionner des infrastructures de ce genre dans la métropole. D'un point de vue énergétique, le fait d'un point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de polluants par rapport aux livraisons urbaines qui sont considérables, et par rapport à la congestion des autoroutes urbaines, cette espèce de densité ressentie, et par rapport à une augmentation exponentielle, il y a une transition dans les modes de consommation, il y a une augmentation exponentielle des livraisons e-commerce, avec une cadence de livraison nettement augmentée chez les particuliers, chez les commerçants, et donc une nécessité qui va croissante de transporter les marchandises au cœur de la ville. Si on n'installe pas des infrastructures de ce genre qui sont vitales pour l'équilibre des métropoles, on arrivera vers des saturations ou des effets de pollution d'engorgement. Or, il n'est pas possible. Sur la deuxième. Donc, juste pour conclure, il n'est pas possible de positionner ces infrastructures-là ailleurs, sur les toits notamment. Ce n'est pas des opportunités qui sont valables, malheureusement. Donc, le sous-sol apparaît véritablement comme une opportunité véritablement à saisir. Et c'est donc, par contre, c'est aussi une opportunité de péréquation économique, car le sous-sol peut être investi par ce genre de fonction, quand des surfaces aériennes peuvent être investies par d'autres fonctions qui sont ensemble solidaires d'un point de vue économique. Et c'est le type d'objet que je vous montrais en premier, devant la maison de la radio, où il y a une équation économique entre la station multi-énergie qui rapporte 0, qui coûte peut-être plus d'argent, le port urbain qui lui-même est à la peine d'équilibrer sa fabrication de ses murs dans le centre-ville, et l'école qui, elle, amène une capacité de financement autre. Et donc, c'est comment est-ce que cette densité des usages multiples Voilà, en fait, c'est des programmes qui n'ont pas beaucoup de capacité financière, qui viennent ici trouver des solutions
pour exister dans la ville, grâce au souterrain. Merci Achille, merci Didier. 1 minute pour rebondir. Comme vous avez parlé en premier, vous avez un droit de réponse, mais c'est vraiment 60 secondes. Et après, on vote. Moi, je trouve que c'est effectivement très intéressant. C'est des choses, en fait, on voit bien qu'il y a des synergies possibles. Finalement, que d'un dilemme, on voit aussi qu'il y a des vrais... Allons pas vers la conclusion trop vite. Ouais, mais il y a des vraies potentialités, on va dire, communes. C'est vrai qu'il y a un partage, on va dire, des activités. Et c'est vrai que il est plus simple d'habiter sur un toit que dans un sous-sol, je pense. Après, je pense qu'il y a vraiment des complémentarités dans ces différents usages. On verra ce que va donner dans l'avenir, notamment la problématique des livraisons aériennes, de toutes ces... On parle de drones. J'ai écouté ce matin que, voilà, à Tokyo, il y a des expérimentations de livraison de colis par drone qui se font au quotidien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'un jour, on verra sur les toitures un petit édicule où on viendra récupérer son colis? J'en sais rien, peut-être. Je me permets de vous faire rebondir. En fait, on a notre 4e intervenant, il est vraiment en route, il arrive dans 2 minutes, donc je me permets de... Moi, j'avais cette question. J'ai l'impression que tous les deux, malgré tout, ce que vous prenez va dans le sens d'une densification du territoire urbain et de nos mégalopoles qui sont déjà... Alors, est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est un problème d'infrastructure ou voilà, de services offerts aux citadins? Mais est-ce que c'est conciliable avec l'envie qu'on a aujourd'hui de vivre... de ne pas vivre dans ces espaces sursaturés? Qui prend? Moi, je répondrai par la négative, c'est-à-dire que non, on n'a pas comme ça comme vision. Justement, on a l'idée d'équiper la ville de nouvelles fonctionnalités. C'est juste parce que je tire mon épingle du jeu, je rebondis comme ça, mais on essaie d'équiper la ville de nouvelles fonctionnalités qui justement viennent résoudre la surdensité. Le projet dont je vous parlais dans le 3e arrondissement, on l'a appelé le grenier partagé, car c'est pour répondre au déficit de surface présente dans les logements, à la capacité de stockage, à la capacité de stocker sa paire de skis, si on en a une, si on a la chance d'en avoir une, ou son vélo, ou des matériaux pour les artisans. Et bien, c'est plutôt que de trouver justement à construire un entrepôt qui soit un bâtiment que l'on maîtrise, qu'on a en propriété, en pleine propriété. Nous, on travaille sur les notions d'économie de la fonctionnalité, où c'est le service qu'on vient proposer en contrepartie de la surface. Donc cette capacité d'externaliser son stockage plutôt que de le stocker chez soi et d'avoir juste l'espace nécessaire, donc des compartiments à la carte. Et c'est vrai également dans tout ce qui constitue les filières sur lesquelles on travaille, la notion d'optimisation de la chaîne, parce qu'en fait, on fait ce que l'on ne voit pas fait, dans nos métropoles, c'est qu'elles s'étendent bien au-delà de notre regard. Il y a toute la partie des coulisses qui n'est pas visible, et ce sont ces plateformes d'entrepôt qui sont grands comme 10 terrains de foot les uns à côté des autres. Qui congestionnent aussi les qui surtout anéantissent des terres agricoles et imperméabilisent les sols, et que l'on aurait intérêt à rationaliser dans la chaîne d'approvisionnement, puisqu'en fait, depuis ces entrepôts énormes, géants, qui sont construits à l'extérieur des villes, il y a des camions qui transitent. Mais c'est donc plutôt de la notion de venir construire des petites décentrales, nous on appelle ça des décentrales, des petites entités autonomes et en réseau, plutôt des petites entités en réseau, capables de venir apporter le bon service au bon endroit. On parlait des drones, effectivement, et quoique il est aussi très investigué la question du véhicule autonome au niveau du sol, et en Suisse, peut-être pour conclure et passer la parole, on envisage la construction d'un souterrain, un tunnel, un véritable réseau logistique souterrain pour approvisionner les villes, pour éviter d'encombrer le sol qui doit être justement dédié à la question de l'aménité, du paysage, et donc la rationalité de la chaîne d'approvisionnement par le sous-sol trouve en Suisse, où il y a une économie un peu et des contraintes géographiques autres, une vraie valeur contemporaine, puisque le projet est en train d'être lancé d'un tunnel, un réseau tunnel qui relierait plusieurs villes et permettrait d'approvisionner les marchandises en marchandises ces villes par le souterrain. On parle de combien de kilomètres ? En fait, il s'agit de plusieurs dizaines de kilomètres, donc j'ai plus en tête exactement. Mais... Un dernier mot sur cette question-là. Un dernier mot, juste effectivement pour rebondir, c'est cette notion de rajouter des petites choses qui permettent d'améliorer le quotidien. C'est aussi imaginer notamment l'adjonction d'espaces où on fait autre chose que, par exemple, habiter ou travailler. Nous, on croit beaucoup, par exemple,
on va dire, au multiprogramme, et notamment sur tous les immeubles de bureaux. Pourquoi on ne serait pas en capacité, ces immeubles de bureaux, ils ont des capacités énormes, ils sont déjà aux normes, ils sont réglementaires, il y a un code du travail qui est encore plus drastique que le code de l'habitation. Donc il y a des ascenseurs, il y a tout un tas de choses, des escaliers de secours qui sont aux normes, et ainsi de suite. On pourrait tout à fait créer des espaces d'habitation, on pourrait travailler sur le temps partagé, c'est-à-dire quand on habite, on ne travaille pas, et vice-versa. L'enjeu... Avoir également des immeubles qui soient pareils, bureaux et habitation, c'est un modèle. Exactement, c'est un vrai sujet sur qui... lequel certains opérateurs, notamment de bureaux, commencent à réfléchir. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a la dissociation des actifs et ainsi de suite, mais ils commencent vraiment à y venir dans le sens où, en fait, la grosse problématique de la densité ressentie, c'est celle des transports. Quand vous voyez on va dire, tout le flux qui part à la Défense, qui est une zone monofonctionnelle, malgré tout ce qu'on veut dire, il y a un peu de logement, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est une zone monofonctionnelle où finalement, on devrait arriver à venir lui plugger, en tout cas, des éléments, des choses qui permettent d'en faire un véritable quartier. Et on se rend bien compte que de toute façon, toutes ces zones qui marchent réellement, elles sont liées à ce multiprogramme. Alors, de l'approvisionnement, peut-être par le sous-sol, peut-être, mais aussi par l'habitation et l'adjonction de certains éléments qui pourraient venir par le dessus. Voilà. Merci. On a un peu étalé pour donner l'occasion. Bruno est arrivé ? Non. Est-ce que Bruno est arrivé ? Dans 3 minutes, mais allons-y. Merci à tous les deux. Je pense que là, on peut les applaudir. Vous avez eu plus de temps que prévu. Didier Minery, Up Factor, Achille Bourdon, le cabinet civil. Donc là, on passe, vous pouvez revoter. C'est la fin du round 1. Vous prenez vos outils, sli.do, le hashtag c'est Léonard. Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, est-ce que vous ne savez toujours pas où vous positionner ? Ah ah. Vous avez encore l'occasion de changer de vote. Vous pouvez changer votre vote à tout moment au cours du débat. Je propose qu'on avance et je vous propose d'accueillir Patrick Suppiot. Donc Bruno Barocca, qui va défendre la vision souterraine, devra arriver. Il n'entendra pas le début de votre plaidoyer pour la ville verticale. Patrick Suppiot, vous êtes le directeur général de Vinci Immobilier. Merci donc de nous accueillir. Merci de m'accueillir. Et alors, la ville verticale, quelle est votre vision, voilà, pour le coup, en tant que DG d'une entreprise telle que Vinci aujourd'hui ? Bon, alors déjà, je veux faire une mise au point, c'est qu'on m'a enrôlé de force pour défendre la ville verticale, parce que je ne suis pas forcément un défenseur de la ville verticale. Mais néanmoins, je suis prêt à tout pour vous satisfaire. Pour gagner. Pour gagner. Alors d'abord, juste un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit et le résultat du vote, qui est quand même assez impressionnant. C'est tout le monde veut aller dans les souterrains, mais pour reprendre ton propos, sur la dernière consultation lancée par la métropole, la ville de Paris, sur tous les sites en superstructure, il y a 50 personnes qui répondent, et sur tous les sites en infrastructure, on arrive à avoir à peine un site sur 2 sur lequel on trouve un candidat qui répond, avec un projet viable. Tout simplement parce que ce que tu viens de décrire est extrêmement intéressant. La logistique urbaine, il en faut. Le stockage, il en faut. Et une fois qu'on est sorti de ça, on commence à peiner parce qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre dans les infrastructures, tout simplement parce que les êtres humains n'ont pas forcément envie de vivre enterrés. Et alors, paradoxalement... Qu'est-ce qui fait que ça marche dans une ville comme Québec ou... Alors, ce qui marche à Québec, et surtout à Montréal ou à Tokyo ou à Séoul, c'est une ville de couloirs, de circulation, de communication entre les bâtiments. C'est-à-dire qu'on refabrique un niveau de référence qui est un niveau de référence sous la dalle, qui est principalement là pour répondre à soit des sujets purement mercantiles, c'est-à-dire qu'on fait déboucher directement le métro dans le bâtiment et c'est économiquement plus intéressant pour le fabricant du bâtiment. Parce qu'en France, on a beaucoup de difficultés à faire avec la RATP. Ou alors pour répondre à des phénomènes climatiques simples. À Montréal, quand il fait froid, il fait très froid, et il est très confortable de circuler au niveau -1 plus que de circuler au rez-de-chaussée. Mais c'est pas pour ça qu'on y vit. Rebasculons sur la... Deuxième commentaire, sur les flux de circulation, en effet. Alors la logistique urbaine,
on se dit qu'il faut amener les véhicules en centre-ville pour faire de la micro-logistique, c'était intéressant. Et puis après, on se dit qu'on a tous, personne n'a envie de vivre sa vie dans les transports en commun. Donc ça amène naturellement à se dire qu'il faut que les lieux de travail soient à côté des lieux de vie. C'est le bon sens paysan. Et quand on dit ça, soit on habite tous à la campagne, soit on habite tous en ville. Et dans la salle, tous ceux si on fait un sondage, quels sont ceux qui veulent habiter à la campagne, avoir leur bureau à la campagne? Je pense que tout le monde a envie d'y aller, ça c'est parfait. Sauf que les entreprises ont beaucoup de difficultés à centraliser une activité dans un tissu qui est extrêmement étendu, et ça contribuerait à l'étalement urbain. Dans l'autre sens, quand on amène tout le monde en ville, c'est là qu'on commence à monter. Parce que la ville étant ce qu'elle est, soit on l'étale, soit on la fait monter. Donc c'est ton travail, ou c'est le travail de façon, je dirais, plus directe sur des grandes zones de construction, où là, les règles d'urbanisme permettent de monter. Et on arrive à la grande hauteur. D'accord. Et pourquoi doit-on défendre la grande hauteur? Tout simplement parce que, voilà, justement, c'est pour combattre l'étalement urbain, c'est une des méthodes, c'est de monter la ville. Alors, est-ce qu'elle est plus vivable? Est-ce qu'elle est plus économe? Est-ce qu'elle est plus frugale? Est-ce qu'elle est plus écologique? Ça dépend sous quel angle on se pose. Au niveau du bâtiment, un bâtiment de grande hauteur est plus coûteux en fonctionnement, est plus coûteux énergétiquement parce que tout simplement on a des flux verticaux qui sont coûteux en énergie. Ça amène à climatiser, ça amène à beaucoup de choses qui sont, en termes écologiques, pas forcément des bons points. Par contre, on met dans la balance le fait que si les citoyens n'utilisent plus leurs véhicules et ont des déplacements pendulaires beaucoup moins importants, on a cette économie, je dirais, au niveau du transport qui vient équilibrer la grande hauteur. Et alors, quand on préparait ce débat, vous me disiez qu'il y avait ville verticale version hubris et gothique, comme à Dubaï, ou voilà des villes qui construisent Et quelle serait la ville verticale vertueuse? Oui, alors je vous fais un commentaire sur la verticalité. On la cause pour des raisons écologiques comme celles que je viens de vous exprimer, pour des questions de densité urbaine, mais fort malheureusement, beaucoup de tours dans le monde sont construites pour des raisons tout simplement de satisfaction d'ego. Burj Dubaï à 600 mètres de hauteur, plus 200 mètres de flèche, complètement inutilisable. C'est pas parce qu'il n'y a pas de place autour, puisqu'en 3 minutes en voiture, on est dans le désert et il y a des millions d'hectares exploitables. C'est simplement parce que ça satisfait l'ego des constructeurs, l'ego des entreprises, l'ego des États. Et finalement, j'ai l'impression que c'est cette vision, quand on parle de ville verticale, qu'on retient, c'est celle des skyscrapers. Parce que c'est la vision qu'on donne systématiquement. On a la vision de New York avec les bâtiments absolument somptueux, dessinés par des Pritzker, qui vous font des appartements de 300 mètres carrés à 150 mètres de hauteur. Ça donne des dessins fantastiques, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit une contribution à une ville plus heureuse, et une ville réellement plus dense, et une ville réellement plus écologique. Une ville vertueuse et en hauteur, je vais peut-être vous choquer, mais c'est certainement beaucoup plus la Défense à Paris. C'est intéressant, c'était le... Alors, la Défense, peut-être pas la Défense qu'on a connue il y a 10 ans, mais la Défense qu'on aura demain, c'est-à-dire c'est un espace urbain dans lequel il y a à la fois déjà du résidentiel et du tertiaire. Et c'est un espace urbain qui est aujourd'hui en recomposition, dans lequel il va y avoir des commerces, il va y avoir des services à la personne, il va y avoir une végétalisation de la dalle, il y a un patrimoine culturel qui est extrêmement important, qui est très méconnu. Et donc je pense que la Défense demain, avec le travail qui est fait par Paris La Défense, c'est pour moi certainement beaucoup plus un espace urbain de grande hauteur, vertueux, parce qu'il mélange toutes les fonctions, parce qu'il a une fonctionnalité, et il peut, à sa façon, contribuer à je dirais, un desserrement du pendulaire. Il vous reste 2 minutes, Patrick. Est-ce qu'il y a des projets chez Vinci verticaux, et comment est-ce qu'ils répondent à ces enjeux écologiques, puisque c'était Alors, je suis venu sans slide parce que je ne suis pas là pour faire de la pub.
En fait, on a une très très faible production sur la grande hauteur. On a 2 opérations en ce moment en immeubles de grande hauteur qui sont des immeubles de bureaux. À Paris? Un à Paris et un à Lyon. En fait, tout simplement parce que on fabrique la ville et que la ville se fabrique à 95% sur des immeubles qui ne sont pas des immeubles de grande hauteur. Donc nous ne sommes pas un promoteur qui a pris un créneau qui était celui de sélectionner des projets qui sont uniquement en grande hauteur parce qu'ils sont techniques et parce qu'ils sont rentables. On fabrique de la ville partout en France et sur des bâtiments qui sont en moyenne, enfin des bâtiments résidentiels qui sont en moyenne de 30 à 40 logements. Donc c'est pas sur ces projets-là qu'on arrive à faire de la grande hauteur. On fait de la grande hauteur sur des immeubles de bureaux parce que c'est plus ça, à notre sens, qui se prête à la grande hauteur et dans des lieux où, je dirais, la fonctionnalité du lieu amène une certaine forme de cohérence avec l'élévation verticale. Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup défendu, donc je ne vais pas faire remonter la moyenne. Est-ce que Bruno Barocca... Oui, venez nous rejoindre. Alors, vous n'étiez pas sur scène, vous avez justement été pris dans ces problèmes de transport en commun, des problèmes de RER, Bruno, en plus de cette canicule. Donc, c'est à point nommé, cette discussion. Vous êtes maître de conférence au département génie urbain à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous êtes également architecte et surtout, on vous a invité parce que vous aviez dirigé un ouvrage qui s'appelait Penser la ville, agir par le souterrain. Bienvenue, ça va? Très bien, merci. Bon. Donc vous êtes là, sur ce round-là, pour défendre la vision souterraine d'un point de vue écologique. Et vous pouvez prendre le temps de vous présenter également et vous présenter votre intérêt pour la ville souterraine. Mon intérêt pour la ville souterraine, il est... Est-ce que j'ai un intérêt pour la ville souterraine? Non, j'ai un intérêt pour la ville qui investit également le souterrain, qui ne l'ignore pas. Ce n'est pas une attitude dogmatique où on se dit que dans le souterrain, tout est mieux qu'en surface, absolument pas. Mais par contre, il y a une invisibilité du souterrain qui fait que assez souvent, il n'est pas pensé de la même manière que l'aérien et qu'on s'en sert pour enfouir à chaque projet un certain nombre d'éléments sans forcément avoir une pensée globale. Et penser la ville et agir par le souterrain, je pense que le titre est assez parlant, c'est vraiment penser la ville qui m'intéresse. Alors, penser la ville, ensuite on a un certain nombre d'actions possibles. Je trouve que l'action sur le souterrain, elle est assez faiblement investie, en tout cas en termes de réflexion, en termes de planification, etc. Donc moi je travaille depuis 2007 sur les questions de l'urbanisme qui se décline dessus-dessous. Et voilà, ça m'amène aujourd'hui à être à l'Association française des tunnels de l'espace et des espaces souterrains, qui est une grosse association. Voilà. Sous-investi partout dans le monde, sous-investi en Europe, en France. Enfin, est-ce qu'il y a des différences entre les grandes métropoles? Est-ce qu'il y a un modèle pour vous aujourd'hui qui symbolise ce qui se fait de mieux urbanistiquement? Il y a des différences, mais Marion Giraudot, qui intervient après moi, en parlera mieux que moi, par le travail de comparatiste qu'elle a mené. Moi, je suis assez séduit par le travail à Montréal, non pas parce que effectivement c'est une vitrine là-dessus, mais parce qu'il y a le concept de ville intérieure qui s'est décliné par des espaces qui sont dessus et des espaces qui sont dessous. C'est l'idée d'un cheminement intérieur et non pas d'un cheminement souterrain qui est développé. Et donc je trouve que parler de ville intérieure, tout d'un coup, c'est ne plus faire la distinction entre dessus et dessous. Si vous arrivez en métro, vous traversez un certain nombre d'espaces pour rejoindre votre bureau sans passer à l'extérieur. Enfin, vous pouvez en sortir, il y a beaucoup d'entrées et sorties, donc vous êtes dans une hybridation d'une ville intérieure qui a son confort, qui est qui par rapport à la canicule, au froid, etc. Voilà. On peut ne jamais être à l'air libre sur sa journée. On peut passer sa journée dehors, dedans ou dedans-dehors, et c'est des choix
qui appartient à chacun de faire. Alors, on n'est pas dans les mêmes types d'espaces. Dans les espaces souterrains, vous ne trouverez pas de circulation motorisée. Donc il y a des questions aussi de sécurité, il y a des questions de confort à certains moments de l'année. Et j'aime bien cette façon de découper intérieur-extérieur plutôt que dessus-dessous. Alors il ne faudrait pas qu'on parle toujours et partout que de intérieur-extérieur, mais je trouve qu'on parle tout le temps de dessus et dessous. Et donc la ville intérieure permet de lier dessus-dessous. Et c'est ça qui me plaît dans l'expérience de Montréal. Si on se projette dans un avenir de dérèglement climatique, est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce que les urbanistes ou en tout cas les pouvoirs publics voient aussi l'intérêt qu'il peut y avoir à enterrer la ville, parce que forcément le différentiel de température est maîtrisé? Dans le changement climatique, en fait, et dans les risques que ça engendre, on a toujours deux visions qui malheureusement ont tendance à s'opposer, qui est celle de l'adaptation et celle de la mitigation. Donc il faut, je dirais que l'espace souterrain peut être pensé sous l'angle de l'adaptation des villes, notamment avec les questions de densité, etc. Mitigation serait les climatiseurs, serait de la technicité pour refroidir Mitigation, c'est faire face à un risque. Donc, je ne sais pas, vous avez des innovations, vous faites des espaces souterrains pour collecter les eaux, pour éviter d'inonder la ville de surface. Donc là, on est dans des processus qui font directement face à un risque de manière un peu silotée. Question d'ordre écologique aussi, est-ce qu'on ne détruit pas les sols? Est-ce qu'on ne fragilise pas des terrains déjà surexploités en allant encore Si. Est-ce qu'on ne détruit pas une vie souterraine? Si, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact à investir le souterrain. Il y a même des endroits où il faut protéger, je pense, le sol par rapport à des ouvrages souterrains. Ce qui est assez fabuleux. On a vu des inondations, on a vu des... Enfin, voilà, Mais ce qui est fabuleux dans le souterrain, en fait, c'est la diversité du milieu. C'est-à-dire, vous allez passer à travers des nappes qui peuvent être des ressources d'eau potable avec millénaires, extrêmement enfin, sans aucune pollution, etc. Donc des ressources qu'il faut protéger. Vous avez toute une diversité de sols, vous avez des circulations d'eau, vous avez de la vie, etc. Il me semble que c'est moins vrai en aérien. Voilà. Et donc il y a je pense qu'il y a une adaptation plus grande. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion un peu au cas par cas à faire à chaque fois. Doit-on investir ou pas ces espaces souterrains? Et ces questions je dirais, pour pas que ça soit que des logiques au cas par cas, il y a des arbitrages à faire qui sont sur des enjeux de protection, qui sont sur des enjeux de développement. Et ça, c'est la planification. L'outil qui permet de faire ça, c'est de la planification. Or, on n'a pas de planification des espaces souterrains en France. Il y a un déficit d'investissement Oui, enfin, il n'y a pas, on sait pas, on n'a pas de planification. On le réfléchit projet par projet et gisement. Est-ce que oui. Moi, ça peut être intéressant. Je vais faire le lien avec la hauteur. Dessus, ouais. Il y a quelques jours, je lis on va dire, le papier de Saint-Maur qui fait sa pub sur tout ce qu'ils font dans la ville. Et notamment, ils font la pub de leur PLU en disant venez à Saint-Maur, vous n'aurez pas de hauteur. On a des PLU du Val-de-Marne les plus stricts pour refuser la hauteur. Et donc, il montre toutes les hauteurs qui sont possibles dans les PLU d'un ensemble de communes qui sont autour. C'est un argument pour en allant jusqu'à les... Bercy-Charenton. Voilà. Mais sauf que, effectivement, on peut faire 5 étages à Saint-Maur et pas plus, je crois, mais on construit une gare qui fait 52 mètres de profondeur. Et je trouve que c'est assez révélateur de la façon dont on raisonne habituellement. On est en train de construire une gare de 52 mètres de profondeur, tout en expliquant à tout le monde qu'on refuse à hauteur. Alors, on refuse à hauteur,
mais on ne se pose aucune question sur la profondeur. Donc moi, un urbanisme qui a pour but de rester proche de la surface, il a certainement un intérêt. Je ne dirais pas le contraire, je trouve que c'est intéressant de pouvoir descendre au niveau du sol assez rapidement et de garder ce lien au sol. Mais dans la profondeur, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment peut-on se dire il est intéressant d'être toujours près du sol quand on pense en hauteur, et une fois qu'on passe en profondeur, on va se mettre à 52 mètres, et donc avec un ensemble d'équipements, etc. C'est la même logique inversée en fait. Voilà, sauf qu'on n'y réfléchit pas lorsqu'on est sur la dimension de la profondeur. Vous avez 1 minute pour réagir. Patrick, il y avait aussi cette notion de comment est-ce qu'on... de surface en fait, de planification. C'est vrai que nous sommes malheureusement dans un pays dans lequel on ne planifie pas, donc on n'a pas planifié d'avoir un splendide souterrain qui relie la station Madeleine à Saint-Lazare, parce que ce serait vachement sympa. Quand il fait chaud, on serait climatisé, on serait au frais. Quand il fait froid, ce serait chauffé, on serait dans la chaleur. On aurait des commerces de part et d'autre autour d'un axe qui ferait 15 mètres de large avec de la peinture de sol ou du carrelage blanc. Ce serait absolument génial. On aurait une vie magnifique sous les néons. En surface, tous les commerces auraient disparu parce que par définition, s'il y avait 2 fois plus de surface commerciale qui pouvaient exister au même endroit, on les ferait, ça serait connu. Donc tous les commerces de surface auraient disparu et on serait à l'abri des voitures. Ce serait un vrai plaisir. Donc ça, c'est le manque de planification que nous avons. C'est vraiment dommage, mais ce qui est dommage, c'est que je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux qu'on vive encore un petit peu à l'air libre, qu'on subisse et qu'on ait le courage de subir des intempéries, qu'on ait des commerces de surface variés, qu'on ait des différences de hauteur, au risque de vous choquer. Tous les bâtiments qui font la même hauteur, je trouve que c'est absolument monstrueux. C'est cette variété architecturale, c'est le fait qu'on monte, qu'on descende, c'est le fait qu'on ait un peu froid, qu'on ait un peu chaud, qu'on ait des magasins grands, petits, qu'on croise des voitures, des skates, des rollers ou tout ce que vous voulez. Qu'on voit des arbres. Pour moi, qu'on voit des arbres, qui fait le charme de la ville. Donc, je ne défendrai pas la ville verticale à tout crin, mais je m'opposerai à la ville souterraine de toutes mes forces. Eh ben, c'est une très bonne conclusion à ce round. C'est le moment de voter. On peut applaudir nos intervenants. Patrick Suppiot, Vinci Immobilier, Bruno Barocca, chercheur urbaniste. Vous pouvez rejoindre vos... On aura un round de questions. Je vais inviter tous mes invités à la fin. Vous pourrez poser des questions. Ouais. Vous votez, toujours. Est-ce que ça... Oui, très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde a voté? J'ai l'impression que ça ne bouge plus trop. En tout cas, le « je n'en ai aucune idée » a diminué, donc c'est qu'on avance dans le débat. On passe au round 3. Il y aura j'inviterai à la fin de ce round-là tous mes intervenants et vous pourrez leur poser vos questions directement. On a un peu de temps. C'est très bien. J'accueille maintenant Marion Giraudot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes toute seule. Ouais. Le but, c'est Votez là... pour moi. Voilà. Le but, là, c'est de parler des imaginaires, on va dire, de lier un peu les deux visions, verticales, souterrain. On a vu que nos intervenants le font, et le but, c'est bien évident de ne pas les opposer. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter votre travail? Je sais que Bruno Barocca était notamment votre co-directeur de thèse. Oui, tout à fait. Hop. Ah, je suis allée trop vite déjà. Alors, vous aviez écrit un ouvrage. En fait, je travaille dans une agence d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle la SERA. Et en parallèle de cette activité professionnelle et au sein de la SERA, j'ai coécrit un ouvrage qui s'appelle Mangrove urbaine, dont vous voyez la couverture ici, avec David Mangin et donc au sein de la SERA. Et puis, j'ai ensuite écrit une thèse de doctorat sur le même sujet, qui sont les mangroves urbaines, et je vais vous parler plus précisément ce que c'est. Oui. Qu'est-ce que c'est les mangroves? Alors justement, je vais y venir, évidemment. Je vais commencer par vous expliquer comment j'en suis venue à ce travail de mangroves urbaines, et justement, on a un petit consensus, je crois, sur le fait qu'il ne faut pas opposer strictement souterrain et aérien. Et moi, je suis partie d'une histoire assez simple, hein. J'étais étudiante, je voulais étudier les réseaux de transport en commun, parce qu'on avait des articles à l'époque un peu partout sur le Grand Paris Express qui est en train d'être construit, etc. Donc je voulais regarder ce qui se passait. Et je cherchais mon sujet pour mon mémoire de fin d'études.
Et puis je suis allée me promener au pôle Saint-Lazare-Haussmann, et puis je suis descendue à la station Aubert, et puis j'ai monté 1 étage, 2 étages, 3 étages. Et presque un peu par hasard, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée dans les Galeries Lafayette. Je suis ok, mais il s'est passé un truc bizarre sans sortir par l'extérieur. Je me suis retrouvée dans une forme de ville intérieure, comme vient d'en parler Bruno. Et puis j'ai continué à me promener, et puis en fait, sur tout un système qui fait quasiment 1 kilomètre entre aérien et souterrain, je me suis rendu compte que je pouvais passer, à condition d'avoir un pass Navigo, du dessus au dessous de manière continue et jamais en sortir. Et puis en parlant un peu avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui prennent le métro, qui s'arrêtent à une station de métro et qui vont faire leurs courses dans les grands magasins, aux halles, qui vont faire leurs activités à Défense et donc qui ne sortent pas de ces systèmes-là quasiment de la journée. Et donc je me suis dit qu'il y a quelque chose à étudier à cet endroit-là. Et je me suis rendu compte donc qu'on a un système urbain et architectural qui existe. Je pense qu'il faut tenir. Ah pardon. Qui existe, mais qui jusqu'à maintenant est pas tellement vu comme tel. C'est-à-dire que les gens regardent d'un côté l'urbanisme souterrain face à l'urbanisme aérien, ou regardent les réseaux de transport en commun souterrains face à tout un tas de bâtiments aériens, chacun, que ce soit les usagers ou les opérateurs, voyant le petit bout qu'il est en train de traverser. Sauf que la réalité des usages, c'est celui que j'ai pu faire quand je vous ai décrit le passage de l'aérien au souterrain. Et en fait, je me suis rendu compte en l'étudiant tout un tas de cas d'études, donc là c'est des exemples de l'ouvrage qu'on a pu écrire, qu'il existe un peu partout, de par le monde, des systèmes, comme ça, on passe de l'aérien au souterrain, avec l'entrée de transport en commun. Là vous avez des exemples à Paris, il y en a un que vous avez tout en bas à droite qui est à Singapour, il y a aussi plein d'exemples qui se trouvent à Montréal. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose donc à étudier à cet endroit-là. Et on a décidé, avec David Mangin, avec qui je travaillais à l'époque, d'en faire un ouvrage. Et surtout de s'intéresser à l'existant. Avant de s'intéresser à ce qu'on va faire demain, est-ce qu'il vaut mieux considérer l'urbanisation plutôt par le sous-sol ou plutôt par l'aérien, on va commencer par analyser les lieux qui existent. Et on s'est rendu compte que ces lieux-là, qui sont composés d'une part de lieux de transport en commun, qui sont reliés avec tout un tas d'ouvrages qui se trouvent en aérien, qu'on a appelés des espaces de destination, et qui sont reliés par des espaces d'interface. Quand on les analyse et quand on prend les 26 ou 30 cas d'études qu'on a pu regarder, que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse, on s'aperçoit, vous en avez 6 exemples ici, alors j'en ai choisi 6 un peu au hasard, mais qui sont tous très différents. On a l'impression qu'on a 6 objets urbains architecturaux qui n'ont strictement rien à voir, mais quand on commence à les analyser, en regardant chacun des morceaux qui les composent, c'est-à-dire lieu du transport en commun, lieu de destination, lieu d'interface, on a des choses qui sont un peu similaires. Donc le souterrain serait le lieu de la transition ou du déplacement ? En fait, on est sur des systèmes complètement intérieurs, finalement. Ça revient exactement à ce que disait Bruno il y a 2 secondes. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de distinction entre souterrain et aérien dans ces lieux-là, qui sont créés dans des contextes urbains très particuliers, on ne va pas construire ça n'importe où, qui sont liés à des réseaux de transport en commun souterrains, qui sont liés à des grandes métropoles, voire des mégapoles de par le monde. On ne va pas faire ça dans une petite métropole avec peu de densité. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'on a une continuité entre intérieur et extérieur, entre aérien et souterrain, sans même s'en rendre compte. On a un système de ville intérieure qui peut être aussi étendu que dans le cas de Montréalais, où on est sur des systèmes sur plusieurs dizaines de kilomètres, ou dans des systèmes qu'on a, comme à Paris, avec des choses très simples, comme la ligne 1 qui est connectée directement au BHV. On est sur un système de mangrove urbaine, on passe de l'aérien au souterrain, et sur des choses assez simples, on est dans des actions qui existent, dans des choses qui existent déjà. Donc il faut arrêter finalement, et c'est tout l'objet de ce travail-là, de séparer souterrain et aérien, de vivre la vie, de penser la ville à la fois en aérien et en souterrain, et surtout parce que les usages se font comme tels. Et donc en regardant ces systèmes-là, je me suis rendu compte finalement que les 6 que je vous ai présentés au tout début, finalement quand on commence à les décortiquer et à séparer, à dire ici on a un lieu de transport en commun, ici on a un lieu de destination, en fait on a des similitudes un peu partout par le monde. Alors moi je me suis basée sur des cas d'études à Paris, à Montréal, à Singapour. J'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait dans d'autres villes, à Tokyo, à Séoul, dans d'autres villes américaines par exemple. Et j'ai pu construire tout un travail sur des typologies de mangroves urbaines où je me suis rendu compte qu'il y avait des systèmes en fait. C'est un système générique. Ce qu'on vit à Paris, c'est un peu ce qu'on vit aussi dans plein de villes de par le monde.
Et donc là, vous avez à droite toutes les 3 villes que j'ai pu étudier, puis la typologie que j'ai pu mettre en place dans le cadre de ma thèse. Alors, j'en ai défini 4. Je suis sûre qu'il en existerait plein d'autres si on a fait un travail exhaustif avec tout ce qui se passe de par le monde. Mais on s'aperçoit qu'on a des systèmes très similaires, ce qui peut permettre aux opérateurs notamment de concevoir la ville, une forme de ville intérieure, à l'intérieur des villes qui existent, pas en opposition avec la ville extérieure, mais en complément de la ville extérieure, avec des systèmes assez différents. Et en fonction de cette sorte de boîte à outils, ils peuvent se regarder et dire, par exemple, la machine enracinée, c'est le système BABA de la mangrove urbaine. On a un lieu de transport en commun, un lieu de destination. Donc ce qui marche à Montréal pourrait être répliqué à Paris? En fait, il y a déjà des systèmes qui marchent à Montréal, qui existent à Paris, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière, mais qui existent. Et si on avait regardé au moment où on a construit des systèmes comme ça à Paris, comment ça fonctionne à Montréal, et là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas, quels sont les avantages de tel type de système contre tel autre type de système, peut-être qu'on aurait évité, en tout cas à Paris, de créer des sortes de mangroves urbaines qui ne fonctionnent pas trop. Par exemple, si on voit le système La Chaîne, en fait, on a une imbrication d'un bâtiment qui est relié à un bâtiment, qui est relié à un bâtiment par le sous-sol, et à un moment donné, ils sont reliés au réseau de transport en commun. À l'inverse, il y a un des modèles qui est plus vertueux ou qui fonctionne mieux d'un point de vue, je sais pas, de circulation. Justement, j'allais y venir. À l'inverse, l'épine dorsale, où on a un système souterrain central sur lequel sont greffés tout un tas de bâtiments, et ce système souterrain est greffé à un endroit donné sur le réseau de transport en commun. Alors, dans un système de chaîne, à un moment donné, si on a besoin de rénover un couloir souterrain, par exemple, qui se trouve au centre, tous ceux qui se trouvent autour sont plus reliés. Ils sont impactés. À l'inverse, dans l'épine dorsale, on a un réseau souterrain qu'il va falloir gérer à un moment donné, payer. Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est privé? À qui il appartient? Ça pose d'autres problématiques. Donc c'est un système qui peut fonctionner dans des villes qui sont prêtes à financer ce type de système. Ou, par exemple, les municipalités sont prêtes à accueillir des espaces privés dans le sous-sol de voies publiques. Donc voilà, il faut analyser les systèmes qui existent et adapter en fonction de chacune des situations le type de système qu'on met en place selon les villes et selon les opportunités. C'est pas parce qu'il y a un lieu de transport en commun qu'il faut faire une mangrove urbaine et absolument la connecter à un bâtiment qui est en arrière. Ça n'aurait pas de sens. Mais dans tout un tas de situations, ça peut être intéressant parce que ça permet de faire une nouvelle expérience de la ville, ça permet de gagner du temps, ça permet, quand il y a des conditions climatiques compliquées, d'être à l'abri, ça permet d'être complémentaire avec la ville de surface. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une entrée, il y a 2, 3, 4 entrées possibles, donc ça évite les grands flux où tout le monde sort au même endroit et il y a de la congestion. Là, il y a une partie des gens qui va aller dans telle direction, dans telle autre direction. 2 minutes. Et parce que j'aimerais qu'on prenne aussi des questions du public. En 2 minutes, donc j'ai regardé tout ça et ce qui se passait notamment dans les 3 villes. Alors j'imagine que vous n'allez pas pouvoir tout lire, mais justement par rapport à la question de la législation dont on a pu parler, et les raisons pour lesquelles ces objets sont apparus, et c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Moi, je suis plutôt sur une analyse historique de comment ces lieux-là sont apparus. On a plein de raisons qui font qu'elles sont apparues. Il y a les conditions climatiques. Montréal, il fait très froid. Singapour, il fait très chaud. Il y a des contextes urbains et architecturaux très forts. À Montréal, il y a eu cette idée de la ville intérieure qui a été défendue par un homme qui s'appelle Vincent Ponte et qui l'a défendu corps et âme et qui a fait en sorte que ça apparaisse. À Singapour, ils ont été aménagés dans toute une période où l'utopie urbaine du moment, c'était les mégastructures et les métabolistes, notamment japonais qui ne sont pas très loin, et qui du coup sont venus construire leurs expérimentations urbaines. Un des autres facteurs, c'est un renouvellement de la ville sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on construit à ce moment-là parce que la ville est en cours de renouvellement. À Montréal, pour construire la ville intérieure, ils ont détruit des pâtés de maisons entiers qui étaient insalubres pour refaire la ville qui existe. Avec ce problème de planification, toujours, ou de vision à long terme ou... Justement, c'est la dernière slide sur la question de la planification. Des villes comme Montréal et Singapour ont planifié assez tôt dans leur développement urbain la création de ces mangroves urbaines-là, qu'ils n'appellent pas mangroves urbaines. Ça, c'est une proposition qu'on a fait dans le cadre de l'ouvrage. Mais ce qui fait que finalement, les choses, il y a des bouts qui se font, il y a des bouts qui ne se font pas, parce que finalement, ces opérations sont laissées beaucoup au privé. À l'inverse, en France, c'est plutôt le public qui va financer tout ça, mais vu que c'est le public, ils n'ont pas tout à fait les fonds, donc ils le font un peu quand ils sont obligés, mais du coup, ils le font qu'à moitié, et du coup, ça coince. Et en plus, la législation n'autorise pas, ce que disait Achille, de mettre des programmes en sous-sol au-delà de 6 mètres de profondeur. Donc on est très vite coincé en France parce que le législateur n'est pas là pour accompagner
tout le développement de ce genre d'espace-là qui peut fonctionner très bien. Moi, je me suis promenée des heures à Montréal, à Singapour, où il y a des endroits qui ne sont pas très agréables, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, mais il y a plein d'endroits où il y a des gens qui se rencontrent pour tout un tas de raisons objectives, des raisons aussi parfois un peu négatives. Singapour, notamment, ça se substitue à l'espace public de surface qui n'existe pas. Il est interdit de se promener, enfin de se réunir dans l'espace public à Singapour. En tout cas, il y a quelques années, c'était le cas, ça s'ouvre progressivement. Donc les jeunes ou les amoureux qui veulent se rencontrer, ils se retrouvent dans les sous-sols ou en tout cas dans les mangroves urbaines. Ça rejoint cet imaginaire du souterrain, caché. Le souterrain qui est caché, mais qui permet d'accéder à tout un tas de lieux aériens et de vivre la ville dans ces 3 dimensions. Et du coup, je vais conclure là-dessus, sur le fait que justement ces systèmes-là permettent à la fois de mettre en valeur le souterrain, et s'il est bien conçu en lien avec un certain nombre d'espaces aériens, il permet aussi de transformer la perception que les gens peuvent voir ce souterrain-là. C'est-à-dire que c'est plus juste le souterrain, on y passe, on y reste le moins de temps possible parce que c'est désagréable, mais on peut y faire des choses, il peut s'y passer des choses, et aussi parce qu'on est en lien avec la ville aérienne. Et une des dernières choses sur la question de l'imaginaire, ce qui se passe aussi à Paris notamment, enfin en France, c'est aussi que les gens ne savent pas où ils sont dans le souterrain. Et c'était un des objectifs, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, du travail qu'on avait mené dans le cadre de l'ouvrage en dessinant toutes ces axonométries avec ces petites couleurs. Exactement, enfin de passer des heures. Moi, mon rêve quand on a commencé ce bouquin-là, c'est qu'on arrivait à faire un petit format à poche et que les gens puissent se promener dans le métro et sortir l'axonométrie, dire ah ouais mais je suis là en fait, et donc en fait au-dessus de moi il y a tel bâtiment. Bon, on a un peu trop rêvé, mais en tout cas il y a un déficit de communication près des gens dans des villes, notamment à Paris, ce qui n'est pas du tout le cas quand on va à Tokyo. Ou à Séoul, par exemple, quand on est dans le métro, on a des axonométries incroyables qui nous montrent qu'on est à 30 mètres de profondeur, que si on prend tel couloir, on rentre dans tel bâtiment, que si on prend tel autre, on arrive sur une place publique, etc. Donc il y a un vrai souci de planification en France, et en tout cas même de représentation par rapport à tous ces sujets-là, qui serait une première étape, à mon sens, pour que les gens s'approprient mieux les espaces souterrains en lien avec la ville aérienne. Merci infiniment, Marion Giraudot, on peut l'applaudir. Et avant que vous votiez, c'est-à-dire le dernier round, avant que vous fassiez vos votes, là, je vais inviter tous mes intervenants, on va rajouter 2 chaises, et je vais venir vers vous, et vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, levez la main, et je viens vous voir. Je vous en prie, allez vous asseoir. Merci beaucoup. Donc, Christian Berenbach, en fait, déjà, je voulais faire quelques remarques. C'est-à-dire quand on parle, parce que j'ai vécu à plusieurs reprises au Canada, et en fait quand on parle de villes souterraines, en fait ce sont des centres commerciaux. Et effectivement, il y a des passages à plusieurs niveaux entre les immeubles. C'est comme si on s'imaginait en fait que nos centres commerciaux, au lieu d'être des blocs qui en fait sont en surface, on les met en sous-sol et puis en fait on réutilise la surface qui est par-dessus pour habiter. Et en fait, ça se trouve essentiellement dans les centres-villes aussi. À Montréal, Ottawa, Toronto, Québec. Voilà, c'est des espaces. Au-dessus, c'est effectivement de l'habitat, des bureaux. Sinon, j'avais une question par rapport à Civil. Problématique des inondations en fait, parce que dans le projet que vous nous avez montré en fait, oui exactement en fait, on voit le débarquement à partir d'une péniche dans le tunnel, mais en fait si on regarde bien en fait la promenade urbaine, les quais anciens de circulation en fait ce sont bien au-dessus. Et si on a une élévation telle que 1910, et c'est des choses qui sont encore tout à fait capables d'arriver, comment ça se passe? Alors effectivement, l'analyse en coupe est très juste. Le niveau du sous-sol numéro 2 du bâtiment est bien sous la Seine. C'est un parking cuvelé existant, waterproof, c'est-à-dire résilient à la crue. Il est inondable et inondé en cas de crue. Et il est vidé par pompage en cas de décrue. Donc c'est un risque que les filières matérielles de la ville doivent affronter pour trouver des positionnements. Il est pertinent de faire face à ce risque, mais on a aussi le CPCU de Issy-les-Moulineaux qui est relié par un tunnel
depuis la Seine. C'est un dispositif qui est très pertinent parce qu'il permet de détacher complètement le destin de la voie sur berge par rapport à l'utilisation du sous-sol. C'est un pont souterrain, c'est un lien vers la Seine qui permet de détacher complètement la notion de dépendance au bord à voie d'eau. C'est-à-dire qu'on décharge, vous avez bien compris, hein, on décharge les marchandises directement dans le tunnel. Mais effectivement, c'est un site inondable. Et parce que c'est aussi d'ailleurs un rare cas où on puisse installer ce type de programmation, car on n'aurait plus le droit, au titre de la réglementation actuelle, de construire un immobilier exposé à la crue, alors que force est de constater que le besoin est tel que le projet, c'est pas nous, c'est pas un projet de papier, c'est pas un cabinet d'architecte qui l'a rêvé dans son coin, c'est un projet porté par des acteurs économiques et qui donc a une pertinence. Donc quelquefois, c'est aussi une espèce de prise de recul par rapport à la contrainte pour créer des opportunités. Et le sous-sol, en général, c'est un peu ce type de philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes nécessairement, il y a des solutions à chercher, puisqu'il y a une opportunité telle pour équilibrer le fonctionnement des métropoles. qu'il faut affronter ça. J'ai juste deux choses à compléter. Par ailleurs, en fait, des strates de la ville ont déjà été pensées à l'époque par Léonard de Vinci. Il y a des plans qui existent, il avait prévu de le faire et c'était un de ses projets phares de sa venue en France, et en fait ça n'a pas été réalisé parce qu'il est décédé juste avant qu'il le mette en œuvre. Et c'est important qu'on puisse... oui. Il reste très peu de temps, mais merci. Je fais tourner la parole. Merci beaucoup. Merci. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est sur la mixité sociale, puisque quand on parle des tours, notamment, ce qui m'a frappé à Hong Kong et ce qui est en train d'arriver à Tokyo, c'est qu'en édifiant des grandes tours et en les reliant avec des passerelles aériennes, on a créé des villes sur 2 niveaux, avec très très peu de mixité sociale, ou dans le cas de Tokyo, des grands îlots de projets immobiliers sur la baie, qui a fait qu'on a mis des milliers de logements identiques. Au lieu de ghettoiser les pauvres, on a ghettoisé la classe moyenne, je vais dire. Ils sont tous dans ce quartier à côté de Ginza, loin de tout. Et j'ai l'impression qu'il y a une ségrégation spatiale dans la ville qui s'opère et qui m'inquiète, pour être tout à fait honnête. Et par ailleurs, sur la partie, c'est désagréable de vivre en souterrain. Moi, dans mon cas, j'habitais dans un hôtel particulier qui avait été réhabilité, où ils avaient créé ils avaient transformé le sous-sol en deuxième rez-de-jardin. Ils avaient fait un immense jardin au milieu. Du coup, c'était pas du tout désagréable d'y vivre. Et par ailleurs, dans les grands logements, grands projets immobiliers en périphérie urbaine, il me semble qu'il y a souvent aussi des premiers étages qui sont à flanc de colline, qui sont à moitié des rez-de-chaussée, rez-de-jardin, sous-sol, où on a l'équivalent finalement des chambres de bonne, mais en entresol, parce que personne ne va prendre un 6 pièces en moitié sous-sol. Et est-ce que dans ces cas-là, on peut considérer que ça a contribué à la mixité sociale ou pas? La question de la mixité sociale. Oui, bon, je vais juste en parler un petit peu. Dans l'expérience, alors moi, je suis désolé, moi je suis extrêmement pragmatique, hein, donc dans les expériences qui se passent, notamment en ce moment, c'est qu'on voit certains bailleurs sociaux qui, eux, travaillent sur le parcours résidentiel de leurs locataires. Et eux, ils disent, voilà, en fonction des différents publics qu'on a, on devrait être en capacité de pouvoir suivre nos locataires dans l'évolution de leur vie. Donc, c'est-à-dire qu'ils envisagent de travailler sur des projets avec du logement étudiant, des logements locatifs sociaux, des logements intermédiaires, allant même jusqu'à faire de l'accession sociale. On a par exemple un bailleur social qui réfléchit via ce principe de la densification et de la surélévation, notamment même à faire à générer, de l'accession privée sur du logement social, de manière à lui générer des revenus pour financer et autofinancer sa rénovation énergétique. Donc après, effectivement, ce qu'il va falloir, il va falloir être extrêmement vigilant, et je pense que de toute façon, on est aussi dans un système, à la fois réglementaire, mais aussi un peu, j'allais dire idéologique, non pas vraiment idéologique, mais en tous les cas normatif, qui fait que on s'autorégule un peu, et que notamment en France, on a la chance d'avoir,
de ne pas céder, on va dire, à certaines stratifications horizontales qui peuvent découler sur des romans d'anticipation type IGH ou des choses comme ça. Voilà, je pense au film Parasite. Je ne sais pas si vous avez vu cette Palme d'Or où il y a vraiment cette vision architecturale et de ségrégation sociale entre le haut, le vert et les pauvres qui vivent dans des entresols justement et qui sont inondés, qui sont... Justement, par rapport à cette question de la mixité sociale, un des intérêts de l'espace souterrain, notamment quand il est lié au transport en commun, soit c'est beaucoup des centres commerciaux, c'est vrai, mais ils sont liés avec tout un tas d'autres programmes, que ce soit des logements, que ce soit des bureaux, et donc c'est dans ces espaces-là qu'on va retrouver, c'est un des seuls endroits dans les villes qui sont très ségrégés, où on va retrouver toutes les couches de population. Parce que tout le monde prend les transports en commun dans ces grandes métropoles, à quelques exceptions près. Et donc c'est aussi une forme de mixité sociale que de conserver ces lieux-là. Parce que si on fait des commerces ou des centres commerciaux en aérien, finalement on retrouve cette ségrégation sociale parce qu'on va avoir la rue chic, la rue moins chic, avec les opérateurs commerciaux qui ont des stratégies très spécifiques et des publics très spécifiques demandés. Alors que tous les espaces commerciaux qui sont liés au transport en commun, ils veulent attirer tout le monde et donc toutes les populations, toute la mixité. J'avais peut-être une réponse très courte, c'était par rapport à la ségrégation. En réalité, les filières matérielles aujourd'hui, par exemple, je prends le thème pour le défendre et le cerner rapidement, sont ségrégées. Elles sont reléguées aux coulisses, justement, éloignées des villes. Leur trouver des places dans les souterrains, c'est une opportunité pour les retrouver près de nous. Et nous, on travaille sur l'idée de les rendre visibles, ces filières. À travers les bâtiments que l'on a vus, ils sont perceptibles, ils sont rendus disponibles au regard et ils sont restitués au débat public aussi en tant qu'entité. Et quelque part, on n'est pas dans le dogme, on est dans la typologie, je pense. Et donc c'est des typologies de projets, comme un entrepôt urbain souterrain ou semi-enterré, est une typologie qui, au même titre qu'une mangrove classifiée, sont un éventail de typologies qui sont répétées par opportunité, par circonstance, mais c'est pas dans le dogme de... Justement, on s'éloigne, on prend la distance avec l'idée du dilemme, on n'est pas manichéen, c'est juste, je pense qu'il faut saisir la capacité, nous on travaille beaucoup là-dessus, sur l'idée de créer des typologies qui soient aussi des hybrides et qui tirent profit des circonstances, et le sous-sol est vraiment souvent sujet à des logiques d'opportunité par rapport à la nature de la géologie, par rapport à l'existant, par rapport à la capacité réglementaire et capacité économique. Et donc en réalité, c'est surtout qu'on essaie de fabriquer des hybrides où on casse les logiques de réflexion au singulier ou en silo pour aller chercher à fabriquer des alliances. Et le cas de la ville et le cas du sous-sol avec toutes ces contraintes dans la ville est vraiment une opportunité pour justement créer ces alliances, ces synergies nouvelles. Et c'est nous ce qu'on appelle la ville productive, faite de typologies qui sont des typologies sur mesure et qui sont peut-être à la manière de qui sont peut-être réplicables ailleurs, comme des exemplarités pour c'est des exemples à répliquer peut-être, des types à répliquer qui ont défrigé des objets urbains, quoi. Alors bonsoir à tous, je me présente, je suis Sunlam et je vais bientôt intégrer un master en GAED et c'est pour cela que tous ces débats m'intéressent et je serai notamment en parcours ETTES, donc en environnement. Et GAED, c'est géographie et aménagement. Donc du coup, alors moi j'étais plutôt partisan du sous-sol puisque je pense que c'est un excellent moyen pour l'isolement, notamment, l'isolation, excusez-moi, l'isolation thermique, notamment en hiver, ça conserve l'air frais. En été, plutôt en été, c'est plutôt l'air frais et en hiver, c'est plutôt la chaleur qui est conservée. Mais du coup, comment peut-on penser la végétalisation, puisque justement, l'avantage de ceux qui veulent construire vers le haut, c'est justement les toits végétalisés. Est-ce que vous avez déjà pensé à une végétalisation souterraine, étant donné que c'est un peu difficile sans la lumière? Et est-ce que vous avez pensé à élaborer des systèmes de lumière souterraine, lumière solaire en l'occurrence? De la même manière que d'un point de vue génie civil, les ingénieurs arrivent à tout faire, c'est assez impressionnant la qualité des ambiances qu'ils arrivent à recréer dans des espaces clos.
Actuellement, il y a des systèmes où on capte la lumière au niveau du sol et qui est retransmise en fibre optique et où on a du coup la variation dans des espaces clos de la luminosité que vous trouvez en surface. Vous avez de la végétation qui pousse en souterrain. Mais la question, je pense, ce n'est pas vraiment de essayer de faire croire qu'on est à la surface alors qu'on est en souterrain. Je pense que chaque milieu a ses caractéristiques, il a ses qualités, et qu'il faut réussir justement à bien programmer qu'est-ce qu'on met au-dessus, en dessous, et dans quelle situation. Je terminerai juste pour dire que pour moi, l'endroit le plus fabuleux en tant que Parisien, peut-être, c'est le Louvre. Moi, c'est l'espace souterrain que je préfère. Se dire, cette pyramide inversée. La pyramide, c'est-à-dire la façon même dont on rentre dans le Louvre. Et puis quand on rentre, on est au calme. Je trouve que c'est un espace merveilleux dans lequel il y a à la fois de la forme avec ces pyramides, cet escalier, mais il y a aussi un centre commercial, il y a un métro, il y a des parkings, et il y a énormément de choses en plus du musée. Et j'invite chacun à réfléchir à l'espace souterrain à partir de l'expérience du Louvre. On peut y réfléchir aussi à travers un tunnel raté du métro où ça sent pas bon, où c'est moche, où il y a du vent, où il n'y a rien qui va. Mais si on réfléchit sur des choses qui sont réussicies, on se dit il y a quand même un potentiel fabuleux. Patrick, pour conclure, peut-être chez Vinci, la végétalisation sur les projets immobilier, c'est un vrai sujet? C'est pas un vrai sujet, c'est une évidence. Aujourd'hui, tous les programmes immobiliers intègrent une part de végétalisation de plus en plus importante, qui a été pendant très longtemps une végétalisation assez symbolique. Elle avait peu de pérennité, elle n'était pas efficace. Aujourd'hui, il y a à la fois une imagination dans l'aménagement des espaces qui est assez fertile, une vraie appropriation de la végétalisation par les habitants. On a par exemple sur les opérations de logement, on conceptualise maintenant un aménagement des toitures où quand vous achetez ou vous êtes locataire d'un appartement, vous avez également un morceau de la toiture sur lequel vous pouvez avoir un micro-potager, vous avez un espace de réunion et tout ça est accessible et transformé en partie commune. Donc là, c'est plus du gadget, c'est véritablement une végétalisation qui fait sens et qui amène une vie collective à l'intérieur des bâtiments. À côté de ça, vous avez toute la végétalisation des façades qui se fait, ça, comme on l'a vu sur le musée des Arts Premiers, qui sont des ouvrages qui sont assez impressionnants, mais qui, je pense, apportent une variété dans l'esthétique de la ville qui est au-delà qui est extrêmement intéressante. On arrive au bout de ce dilemme, de cette joute oratoire entre faut-il creuser ou faut-il s'élever. C'est le moment de reprendre vos téléphones où vous pouvez encore changer vos votes et on va dévoiler les résultats. Les derniers résultats, le résultat final. Ouais, le souterrain l'emporte. Mais bon, vous l'aurez bien compris, le but c'était pas d'opposer les deux visions, mais voilà, au contraire, en fin de débat, d'essayer de voir les articulations et comment la ville n'est pas souterraine ou verticale, mais également intérieure, extérieure. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ces deux visions de la ville de demain. On peut applaudir nos intervenants. Ça se rééquilibre. Ah, aucune idée, ça augmente en fin de... Donc c'est ceux qui sont plutôt pour l'un et pour l'autre. Merci d'être venus et à bientôt.